Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo et de quel côté du globe vous vous trouvez. Pour celles et ceux qui me découvrent à présent, je m'appelle Alpha Diakité, je suis doctorant contractuel en droit public de l'Université de Lille. J'ai désormais l'immense plaisir de co-animer la chaîne du droit public financier avec madame la professeure Stéphanie Damaray. En ce qui me concerne, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la Cour des comptes européenne. Cette institution qui, faut-il le rappeler, incarne la conscience financière de l'Union européenne. Comprendre le fonctionnement de la Cour des comptes européenne et sa raison d'être nécessite, dans une large mesure, de replonger dans l'histoire même de la construction européenne et ce faisant de jeter un regard sur l'histoire du contrôle des finances publiques européennes. Ainsi, l'on se souvient encore de la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950, alors ministre français des Affaires étrangères, qui appela à la mise en commun des productions du charbon et de l'acier de la France et de l'Allemagne au sein d'une organisation. C'est ainsi que le 10 avril 1951 sera signé le traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ce traité institua également le commissaire aux comptes, lequel était désigné par le Conseil pour un mandat de 3 ans renouvelable. Le commissaire aux comptes avait pour mission de rédiger un rapport annuel sur la régularité des opérations comptables et de la gestion financière des différentes institutions de l'ACK. Quelques années plus tard, le traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne mit en place une commission de contrôle laquelle avait pour tâche d'examiner la légalité et la régularité des recettes et des dépenses de la dite communauté. La commission de contrôle quant à sa composition comprenait des commissaires aux comptes dont le nombre était fixé par le Conseil statuant à l'unanimité. Ce dernier désignait également à l'unanimité les commissaires et le président pour une période de 5 ans. À partir des années 1965, sera signé le traité de fusion des exécutifs communautaires. Il s'agit du traité de Bruxelles, instituant un conseil unique des communautés européennes. L'objectif étant la fusion des communautés alors existantes, à savoir la communauté européenne du charbon et de l'acier, la communauté économique européenne et enfin la communauté européenne de l'énergie atomique. À la même année, nous sommes toujours en 1965, la commission de contrôle change de dénomination pour devenir la commission de contrôle des communautés européennes. En outre, la commission de contrôle voit son champ d'intervention élargi aux recettes et dépenses administratives de la CK, alors que le commissaire aux comptes voit ses prérogatives limitées aux seules recettes et dépenses opérationnelles. À ce stade, il faut préciser que le contrôle externe des finances dans le cas de la communauté européenne du charbon et de l'acier était dévolu à un commissaire aux comptes, alors que dans le cas de la communauté économique européenne et la communauté européenne de l'énergie atomique, le contrôle incombait à une commission de contrôle. 5 années plus tard, en 1970, le traité de Luxembourg portant modification de certaines dispositions budgétaires instaure le système de ressources propres pour le financement du budget communautaire. Les communautés n'étant plus désormais de simples bénéficiaires des contributions financières des États membres, un raffermissement du contrôle externe des finances publiques communautaires apparaissait plus que jamais nécessaire. C'est dans cette dynamique que le traité de Bruxelles sera signé le 22 juillet 1975. Ce traité accroît d'une part les prérogatives budgétaires du Parlement européen en lui reconnaissant la possibilité de rejeter le budget et de donner des charges à la Commission sur l'exécution de celui-ci. D'autre part, ce traité institue également une Cour des comptes européenne. Cette dernière récupère les compétences de la Commission de contrôle et du commissaire aux comptes, mais avec plus de pouvoir comparativement à ses deux ancêtres. La Cour des comptes européenne commencera officiellement ses travaux à partir du 25 octobre 1977. Il faut ainsi préciser que la Cour siège à Luxembourg est composée de 27 membres issus de chaque État membre de l'Union européenne. Attention, cela ne signifie toutefois pas que les membres de la Cour représentent leur État, comme l'on pourrait le croire à première vue. C'est la raison pour laquelle les membres de la Cour doivent offrir toute garantie d'indépendance et exercer leur fonction dans l'intérêt général de l'Union. Les membres de la Cour des comptes, désignés par le Conseil après consultation du Parlement, sont nommés pour un mandat renouvelable de 6 ans. Ils désignent parmi eux pour 3 ans le président de la Cour des comptes, dont le mandat est également renouvelable. Ces quelques propos liminaires nous conduisent ainsi à étudier la Cour des comptes européenne en tant qu'institution gardienne des finances de l'Union européenne, à se pencher ensuite sur ses relations avec les autres institutions européennes, avant d'étudier enfin ses rapports, ses liens avec les institutions nationales supérieures de contrôle. La Cour des comptes européenne, institution gardienne des finances de l'Union européenne. Il faut noter qu'à sa création, la Cour n'était pas une institution. Elle le sera seulement après l'entrée en vigueur du traité de Maastricht sur l'Union européenne le 1er novembre 1993.
À partir de cette date, la Cour devient une institution au même titre que la Commission, le Conseil, le Parlement, la Cour de justice de l'Union européenne. Le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, modifiant notamment le traité sur l'Union européenne, vient aussi réaffirmer le caractère d'institution de la Cour des comptes européenne. Ces précisions désormais faites, il faut noter que la Cour des comptes européenne, en tant qu'institution gardienne des finances de l'Union européenne, réalise 3 catégories d'audits, à savoir l'audit de la performance, l'audit financier et l'audit de conformité. Dans le même ordre d'idée et de manière concrète, la Cour des comptes européenne examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union. Elle en fait de même pour tout organe ou organisme créé par l'Union. En outre, elle examine la légalité et la régularité des dépenses et s'assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, le contrôle que la Cour des comptes exerce sur les recettes et les dépenses s'effectue sur pièce et au besoin sur place. Ce droit de contrôle de la Cour s'applique à toute personne publique ou privée dès lors que cette dernière est bénéficiaire de fonds européens. Le résultat des contrôles de la Cour se matérialise par la publication des rapports. Il peut s'agir d'un rapport annuel, d'un rapport spécial ou d'un rapport annuel spécifique. D'un autre côté, nous parlions précédemment d'une manière générale des compétences de la Cour. Cela conduit à s'intéresser particulièrement à un arrêt qui est l'arrêt Smiri. Ce dernier est l'un des premiers à aborder en profondeur la question des compétences de la gardienne des finances européennes. 2 questions soulevées dans ce litige sont susceptibles de nous intéresser dans la présente vidéo, à savoir, une personne mentionnée dans un rapport de la Cour des comptes a-t-elle le droit d'être entendue avant la publication du rapport? Quel rôle de la Cour des comptes dans la lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union européenne? Pour la première question, la Cour de justice de l'Union européenne répondra par l'affirmative en rappelant le principe du contradictoire, principe dont elle assure le respect. Pour la deuxième question, la Cour des comptes européenne, veillant sur l'obligation de rendre compte, a la possibilité de signaler aux autres institutions compétentes de l'Union européenne de potentielles irrégularités. Irrégularités qui englobent la fraude, ce qui conduit à aborder ces relations avec les autres institutions de l'Union européenne. Les relations entre la Cour des comptes européenne et les autres institutions de l'Union européenne sont de nature diverse. À titre d'exemple, la Cour des comptes européenne assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle de l'exécution du budget de l'Union européenne. Par ailleurs, la Cour fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance, en abrégé une DAS, concernant la fiabilité des comptes, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Cette déclaration d'assurance est un élément essentiel de la procédure de décharge, en ce sens qu'elle vise à informer l'autorité de décharge, en l'occurrence le Parlement européen, sur la gestion du budget par la Commission, gestion que le Parlement peut approuver ou non. La déclaration d'assurance, si on raisonne par analogie, est l'équivalent français de la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année, anciennement loi de règlement, ou encore de la certification des comptes. Les différents types de rapports que la Cour des comptes européenne est susceptible de publier illustrent également les relations qu'elle entretient avec les autres institutions de l'Union. Ainsi, pour ce qui est du rapport annuel de la Cour, le règlement financier du Parlement et du Conseil du 18 juin 2018 précise que la Cour des comptes européenne porte à la connaissance de la Commission et des autres institutions de l'Union concernées, au plus tard le 30 juin, les observations qui lui paraissent de nature à devoir figurer dans son rapport annuel. Toutes les institutions de l'Union adressent leurs réponses à la Cour des comptes au plus tard le 15 octobre. En dehors des textes, la pratique démontre que les membres de la Cour des comptes européenne et leurs collègues de la Commission européenne se réunissent une fois par an pour faire le point de la situation et de réfléchir à la manière de renforcer davantage leur coopération. C'est aussi l'occasion pour eux de réaffirmer leur volonté commune de garantir que les fonds de l'Union européenne sont gérés conformément aux normes les plus élevées en matière d'obligation de rencontre, de transparence et de bonne gestion financière. Ce constat vaut aussi pour le Parlement européen, lequel, par le truchement de sa commission de contrôle budgétaire, conduit souvent les membres et auditeurs de la Cour des comptes européenne à présenter leurs travaux à l'occasion de ces réunions. Ainsi, en 2023, ce sont 13 rapports spéciaux qui ont été présentés à la Commission de contrôle budgétaire. À cela s'ajoutent 16 auditions publiques de la Commission de contrôle budgétaire auxquelles ont participé les membres de la Cour des comptes européenne. Enfin, il faut aussi relever que la Cour collabore avec l'Office européen de lutte antifraude et le parquet européen lorsque, à l'issue de ces contrôles, elle soupçonne des fraudes aux intérêts financiers de l'Union européenne. Ainsi, en 2023, la Cour a transmis à l'Office européen de lutte antifraude 19 cas de fraude présumée, dont 17 qui ont fait l'objet de signalements au parquet européen.
Bien évidemment, la Cour des comptes ne collabore pas seulement avec les institutions européennes, elle collabore aussi avec les parlements nationaux, régionaux, les gouvernements des États membres, sans oublier les institutions supérieures de contrôle national. On s'intéressera dans cette troisième et dernière partie à ce dernier type de collaboration. Relation entre la Cour des comptes européenne et les institutions supérieures de contrôle national remonte à sa création et s'y se sont progressivement intensifiées au fil des années. En témoigne notamment la création des circuits d'information et de coopération entre les agents de la Cour des comptes européenne et leurs collègues nationaux. L'existence aussi d'un comité de contact des institutions supérieures de contrôle de l'Union européenne, lequel offre un espace de discussion permettant d'aborder les questions relatives à l'audit des finances publiques dans l'Union européenne. Les rapports entre la Cour des comptes européenne et ses homologues nationaux sont régis par un principe de collaboration. C'est ce que Pierre Joxe, ancien premier président de la Cour des comptes française, a eu à rappeler. Selon lui, la Cour des comptes française coopère avec son homologue européen. En d'autres termes, dit-il, la Cour des comptes française favorise les démarches des auditeurs de l'institution européenne, mais n'entend pas soumettre son programme de contrôle à d'autres contraintes que celles propres à servir le Parlement national. De manière concrète, ce principe de collaboration trouve sa consécration dans le traité de Bruxelles du 22 juillet 1975 qui dispose que le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle. Le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 rajoutera la phrase suivante: la Cour des comptes et les institutions de contrôle national des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Pour l'accomplissement de ces missions, les institutions nationales de contrôle ou les services nationaux compétents ont l'obligation de fournir à la Cour des comptes européenne tout document ou toute information nécessaire. Il faut cependant souligner qu'en vertu du principe de subsidiarité, les États membres ont la responsabilité de mettre en place les contrôles inhérents à la régularité et au bon usage des deniers publics européens. Le contrôle de ces derniers relève donc d'une responsabilité partagée, la Cour des comptes ne devant pas déposséder les institutions supérieures nationales de contrôle de leurs compétences de contrôle, encore moins se substituer à elles. Le décor ainsi planté, dans le cadre d'un contrôle, la coopération entre la Cour des comptes européenne et les institutions nationales supérieures de contrôle revêt deux sens. De la Cour des comptes européenne vers les institutions supérieures de contrôle national, de ces dernières vers la Cour des comptes européenne. Dans le premier cas, la Cour des comptes européenne transmet aux institutions supérieures de contrôle national son programme de travail. En effet, tout contrôle de la Cour dans un État membre fait l'objet de notifications auprès de chaque institution supérieure de contrôle national. Dans le second cas, et s'agissant de la Cour des comptes française, lorsque des irrégularités relatives à la gestion des fonds européens sont constatées, l'affaire est transmise au Comité des affaires européennes, qui la transmet à son tour au Comité du rapport public et des programmes. Celui-ci saisit le premier président de la Cour des comptes française, lequel alerte son homologue européen. Cette collaboration entre pairs contribue de manière générale à la consolidation du contrôle externe des finances publiques européennes et incidemment celles nationales. Par ailleurs, cette collaboration est une préoccupation majeure de la Cour des comptes française, laquelle soutenait dans le programme juridiction financière 2025 l'intégration dans sa programmation pluriannuelle des travaux réalisés en coopération avec la Cour des comptes européenne. Au terme de cette étude, il faut retenir que le contrôle externe des finances publiques européennes, indépendamment du contrôle externe de l'exécution du budget général de l'Union européenne, exercé par le Parlement européen et dans une certaine mesure par le Conseil, a été marqué par une succession de plusieurs organes, du commissaire aux comptes en passant par la commission de contrôle et enfin la Cour des comptes européenne. Cette dernière étant une institution de nature administrative qui a pour mission d'assister le Parlement et le Conseil dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle de l'exécution du budget et qui accomplit à cette fin des tâches externes de contrôle sur les comptes des institutions européennes. Concrètement, la Cour des comptes européenne dispose des compétences de contrôle mais aussi des compétences consultatives au service de l'intégrité financière de l'Union européenne. Relevons toutefois qu'elle n'a pas de compétences juridictionnelles, ni de pouvoir de sanction, encore moins d'injonction. Certes, il existe notamment des sanctions politiques à l'échelle européenne, des sanctions administratives et juridictionnelles à l'échelle nationale en cas de mauvais usage des deniers publics européens. Certes, la Cour des comptes européenne peut exercer un recours en carence ou en annulation en vue de la sauvegarde de ses prérogatives. Mais est-ce suffisant? On peut légitimement se poser la question. N'est-il pas temps pour elle de faire sa révolution copernicienne en dépassant ce rôle des consciences financières pour devenir une institution garante
du contrôle démocratique des finances publiques européennes.